ce dimanche matin à cette rencontre du festival Rue des Livres, rencontre intitulée Magie de l'Antarctique, et c'est là où vous nous emmenez Alice Ego. Bienvenue ici pour nous parler de vos livres après Minuit au bord du monde, qui était votre premier roman dans lequel vous interrogiez la fonction et la possibilité de l'art dans un pays qui avait connu la guerre civile. Vous avez publié cet automne ce nouveau livre, Tout le blanc du monde, aux éditions d'Alva, et vous nous emmenez sur une base scientifique de l'Antarctique, le temps d'une saison où vos personnages, qui s'appelle pour l'un Apollinaire, va travailler sur le chantier de fouille d'une épave, et pour l'autre Joanne, qui est une documentariste qui va enregistrer le chant des icebergs. Ils vont à leur manière, et surtout à votre manière, rendre compte de l'évolution de cette géographie en raison du changement climatique, et vous avez choisi avec ces deux personnages d'écrire un livre sur cette région du monde, mais qui est aussi un livre sur le temps, sur le son, sur le monde, sur ses perceptions, donc sur l'humain aussi, et presque avant tout un roman que vous présentez comme étant inspiré de faits réels et de recherches d'entrevues. D'ailleurs, vous débutez par des citations, notamment celle du philosophe Olivier Romeau, qui avait fait paraître il y a quelques années un livre pensé comme un iceberg. Est-ce le sujet ou les personnages qui vous sont venus le premier? Est-ce l'envie d'écrire sur l'Antarctique? Est-ce que l'on pouvait y faire, qui vous amenait aux recherches et qui ensuite a débouché sur la fiction? Ou est-ce que c'était ces personnages de fiction, ce qui leur arrive, qui vous est venu le premier, qui vous a obligé, entre guillemets, à vous documenter sur eux et ce qu'on pouvait faire là-bas? Bonjour à tous, merci beaucoup Arnaud et merci pour votre curiosité pour l'Antarctique. Pour répondre à cette question, je dirais que la première inspiration et le premier personnage de Tout le blanc du monde, c'est l'Antarctique. J'ai vraiment voulu penser l'Antarctique comme un personnage à travers... Il faut parler plus proche du micro. D'accord, voilà. C'est mieux comme ça ? Ouais. À travers ces icebergs, ces vents catabaltiques, ces baleines, donc à travers ces diverses incarnations dans le roman. Et le roman, il parle de tout un tas de choses, comme vous l'avez évoqué, mais il parle aussi de la rencontre de deux personnages humains, Joanne et Apollinaire, avec ce continent, justement. Mais ce continent, avant qu'il ne devienne l'un des personnages et le décor de votre livre, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Quel imaginaire vous y projetiez, puisque c'est un continent, mais c'est aussi un monde de représentation, d'images. Peu de gens y sont allés. Le monde polaire, ça m'a toujours fasciné, passionné aussi. Et peut-être, oui, voilà. Et depuis l'adolescence. Et en 2020, j'ai eu la chance de me rendre à Mourmansk, dans le Grand Nord russe. C'était mon deuxième voyage sur un territoire polaire. Et j'étais en train de terminer Minuit au bord du monde, mon premier roman. Et donc, je me posais la question du terrain du prochain livre. Comme c'est souvent les territoires, le déclic pour moi qui me donne envie d'écrire. Et à l'occasion de ce voyage dans le Grand Nord russe, en plus c'était un voyage en train qui démarrait de Saint-Pétersbourg, où il y a eu 24 heures de train, donc une mise en condition progressive, on va dire, vers ce territoire. Et j'ai vraiment ressenti ce que certains appellent le bug polaire. C'est une sorte de sidération face au caractère sublime de ces espaces, qui sont vraiment d'une beauté à couper le souffle, et en même temps d'un sentiment de vulnérabilité extrême, où on sent très fortement qu'on n'a pas sa place ici, qu'on n'est pas censé être là, que ce n'est pas des territoires qui sont faits pour les humains, et qu'on est censé être là que de passage. Et ça provoque des émotions très, très contradictoires, et en même temps une grande mélancolie dès qu'on s'arrache à ces espaces. On sait qu'on ne va pas pouvoir rester, et en même temps, dès qu'on les a quittés, on rêve que d'une chose, c'est de les revoir. Et donc après cette rencontre que j'ai fait moi-même, donc plutôt avec l'Arctique que l'Antarctique, on va dire, j'ai eu la certitude que je voulais situer mon roman sur un territoire polaire, et en faisant des recherches sur le Grand Nord, sur le Grand Sud, l'Arctique, l'Antarctique, j'ai été
subjuguée aussi par tout ce qui se passait autour du continent antarctique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue écologique. Le traité de l'Antarctique qui est unique en son genre et qui fait que ce continent est dédié à la collaboration scientifique et à la paix. Le fait que les phénomènes géologiques aussi sur ce continent sont encore plus extrêmes. C'est quand même un continent recouvert par 4000 mètres de glace par endroit, entouré par le courant marin le plus puissant du monde, qui le protège aussi du reste du monde. Et ce courant marin, le circumpolaire antarctique, est un peu... c'est presque le cœur, le pouls de la planète finalement. C'est ça qui vient irriguer l'ensemble des courants. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ensuite envie de situer l'histoire au Grand Sud et que pour compléter mes recherches, j'ai mené une vingtaine d'entrevues avec des glaciologues, des explorateurs polaires, des navigateurs qui avaient aussi arpenté ces espaces. Alors j'ai juste demandé avant de continuer aux bénévoles de Rue des Livres s'ils peuvent aller chercher quelqu'un pour monter le son si c'est possible. Merci pour que tout le monde nous entende bien jusqu'au bout. Et cet autre imaginaire, parce que vous avez choisi d'associer deux imaginaires dans votre roman Alice Ego. Il y a l'imaginaire de l'Antarctique que vous venez de dire, mais il y a l'imaginaire qui est incarné par le prénom de l'un de vos personnages, Apollinaire. Merci beaucoup. Voilà. Et qui se demande bien, lui, d'ailleurs, pourquoi cet enfant musulman de Mayotte, on l'a appelé comme le poète français. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé aussi de convoquer cet autre imaginaire et de l'embarquer dans cette région du monde ? Donc l'imaginaire d'Apollinaire et de la poésie et aussi un imaginaire insulaire, je dirais, parce qu'effectivement Apollinaire grandit à Mayotte. Il voit passer, c'est sur la route du bateau qui vient, le Marion Dufresne, je crois, oui, qui fait le ravitaillement des îles Éparses, c'est-à-dire toutes les petites possessions françaises perdues dans ce bout du monde, aux bases scientifiques d'Antarctique. Pour répondre à votre question, j'avais envie dans ce roman de montrer, j'avais envie de parler de l'Antarctique, mais j'avais aussi envie de montrer que tout est lié et que l'Antarctique communique avec plein de régions du monde. Et donc Mayotte, c'est une île tropicale, donc rien à voir, on peut penser, avec l'Antarctique. Et Apollinaire a une grande mélancolie en fait de Mayotte qui remonte un peu aussi quand il se retrouve en Antarctique. Et il fait des parallèles un peu incongrus aussi des fois entre les préfabriqués sur pilotis en Antarctique et certains souvenirs de chez lui, entre l'impact de la montée des eaux sur l'avenir de son île et l'impact des bouleversements climatiques sur l'Antarctique. Et cet imaginaire d'Apollinaire, il permettait aussi finalement d'inviter le lecteur à découvrir l'Antarctique à travers son regard à lui. Et parce que les mondes polaires sont souvent vus comme des paysages blancs, hostiles. On a toute une littérature d'explorateurs qui ont parfois perdu la vie en Antarctique. C'est assez rude, on va dire, l'imaginaire qu'on a des mondes polaires. Et je voulais montrer dans ce roman que l'Antarctique, c'est pas un joli paysage glacé, que c'est un écosystème extrêmement fécond qui est à l'origine de toute une chaîne de vie. D'où l'intérêt de faire ce lien parfois entre des climats tropicaux et les climats polaires. Je vous propose d'entrer dans votre livre avec une première lecture, puisque je vous remercie d'avoir accepté de nous faire entendre votre texte également. Et donc c'est au tout début, à la découverte de ce jeune garçon devenu jeune homme, puisque c'est à 18 ans qu'il s'embarque pour cette région du monde. Exactement. Apollinaire rêvait de ce voyage en Antarctique. Enfant, il avait découvert ébahi les premières images d'hommes atterris sur la Lune. Pourquoi ce caillou blanc était-il aussi sec, l'univers aussi vide ? Pour s'accomplir, fallait-il forcément partir loin de chez soi ? Il relut le Coran sur les conseils de Dilma, à bout d'inspiration pour apaiser les questionnements de son neveu. Une histoire en appelant une autre, il écouta les légendes de son grand-oncle pêcheur sur les voyages et les promesses amères de l'inconnu. Ni dans la religion, ni dans les traditions, il ne trouva de réponse convaincante. Une autre fois, alors qu'il était adolescent et que sa voix sautait entre les graves et les aigus comme un grillon de nuit, il demanda à sa tante « Pourquoi je m'appelle Apollinaire ? Ce n'est pas un prénom musulman ?» Dilma haussa les épaules, éparpillant dans son chignon quelques volutes violettes et or qui se dissipèrent aussitôt. « C'est le choix de ta mère, mon garçon. Pose-lui la question. Elle est en France. Ça ne t'empêche pas de l'appeler. » Apollinaire n'avait aucune envie d'appeler sa mère.
Monafeda Bakar était parti quand il avait 7 ans à l'autre bout du monde pour suivre un blanc jusqu'à la métropole. Il n'avait jamais rencontré sa petite sœur. Dilma savait tout cela et soupira. Je crois qu'elle voulait que tu fasses de grandes choses et que ce monde te porterait bonheur. Une jeune institutrice avait déjà fait lire en classe un texte du poète. Ses camarades avaient ricané en le dévisageant. Apollinaire avait baissé les yeux. Nulle miséricorde sur ses épaules à cet instant, mais un poids dont il se serait bien passé. Si on avait vraiment voulu lui porter chance, Armstrong ou Mohamed Ali auraient été de meilleurs goûts. Comme il en faisait la remarque, Dilma lui répondit. De là d'où nous venons, tu as plus de chances de devenir poète gastronaute, mon fils. Parce qu'il aimait Dilma, comme toute autre personne, Apollinaire prit l'engagement de lui démontrer le contraire et de contrarier les desseins de cette mère qui, de toute façon, ne s'était pas donné la peine de rester à Mayotte pour surveiller l'évolution de son enfant. Si la conquête spatiale était hors de portée, d'autres endroits sur Terre restaient à découvrir. Les profondeurs sous-marines de l'Antarctique en faisaient partie. D'ailleurs, moins d'hommes avaient posé les pieds dans les bas-fonds des failles océaniques que sur la surface de la Lune. 2 à 3 fois par an, un bateau bien plus grand que la barge qui reliait Petite Terre à Grande Terre, faisait escale au port de Longoni. Apollinaire savait que le navire, quand il n'assurait pas le ravitaillement dans les îles éparses dans le canal du Mozambique, reliait les terres australes de l'océan Indien, transportant à son bord des scientifiques et des aventuriers en partance pour le sud. Merci beaucoup pour cette première lecture. Alors, c'est pas ce navire, le Marion Dufresne, que vous racontez. Pour le découvrir, je vous renvoie aux bandes dessinées d'Emmanuel Lepage. Vous, c'est un autre navire qui est aussi le déclenchement de son histoire, de sa possibilité d'aller là-bas. C'est une épave qui est retrouvée dans les glaces, une des rares épaves retrouvées dans cette région du monde. Qu'est-ce qui vous intéressait ici dans ce qui l'attire? On est vraiment dans la chasse au trésor, le trésor de l'épave. Et puis ensuite, la question que lui va se poser avec les archéologues qui sont là-bas, qu'est-il devenu de leurs occupants? Il y avait cette chasse au trésor aussi, cet imaginaire-là qui a conduit une partie de votre récit. Oui, d'une certaine façon, finalement, Apollinaire a beaucoup de chance de pouvoir se retrouver en Antarctique parce qu'il n'est pas diplômé, il est jeune, bachelier finalement, et il se fait recruter suite à un désistement sur une base qui est la base où se passe le plus clair de l'histoire, parce qu'on a retrouvé une épave prisonnière des glaces, émergée, contrairement à l'épave de Shackleton qui a coulé au fond des mers. Et donc il y a toute une intrigue autour de ce qu'il est devenu cet équipage, parce qu'on ne retrouve aucune trace des marins, et on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils ont réussi à se sauver, s'il y a eu une mutinerie. Donc ça, c'est l'un des éléments d'intrigue. Et cette épave, les réflexions d'Apollinaire qui est une imagination complètement débordante et qui n'arrête pas de se demander, d'imaginer tous les scénarios possibles autour du devenir de ces marins, ça me permet de faire aussi des allers-retours entre le passé et le présent, entre cette histoire de l'exploration du continent antarctique et du rapport de ces premiers explorateurs qui étaient somme toute un rapport de prédation et de conquête où l'objectif était quand même de s'approprier certains pans du territoire, de planter le premier un drapeau au pôle sud, et le rapport présent des résidents de la base de Ubuntu Bay qui sont dans une espèce d'émerveillement et de grande humilité face au continent et qui travaillent sur leurs travaux scientifiques, à enregistrer le champ des icebergs, mesurer le recul des glaciers. Et ça permettait de deux rapports au territoire qui sont différents. C'est vrai que le rapport au temps est central dans votre livre, parce que Jeanne Apollinaire, il a un futur qui est très instable, une actualité que Joanne partage, qui est aussi celle que l'on connaît. Elle, avant, elle a eu un parcours sur des terrains compliqués de l'actualité. Et là, en allant sur les icebergs, alors lui, c'est un petit joueur à côté avec ce temps de l'épave qui a quelques siècles. Elle, c'est des millions d'années qui l'intéressent. Pourquoi là, ces différents rapports au temps, ils sont tous confrontés à aller chercher dans le passé. Est-ce que c'est pour eux une fuite du temps présent et de l'avenir qui se dessine dans notre monde à nous et sur ce territoire du monde qui risque
d'avoir aussi un futur un peu compromis. Effectivement, Joanne comme Apollinaire, on peut dire qu'ils sont en fuite de la résistance quand ils arrivent en Antarctique. Ils cherchent à s'extraire du temps. Apollinaire sent que l'avenir est extrêmement instable et que ses perspectives d'avenir sont réduites. Joanne est une ancienne interprète de guerre, hyper polyglotte, qui s'est reconvertie dans la radio et qui vient en Antarctique travailler sur un sujet finalement très différent de ce qu'on a l'habitude. Elle vient enregistrer le chant des icebergs avec des glaciologues. Et finalement, ils viennent s'échapper, ils sont un peu rattrapés au fil de l'histoire par d'autres bouleversements géopolitiques autour du continent. Et Joanne, elle, va effectivement s'intéresser à la temporalité des glaciers et des icebergs, effectivement sur des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est vrai qu'en Antarctique, j'ai bien aimé comparer et filer la métaphore dans le roman de l'Antarctique avec l'une des plus vieilles bibliothèques de la planète, parce que dans ces fameux glaciers de 4000 mètres d'épaisseur par endroit, on a des informations sur la composition chimique de l'atmosphère il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et justement, on se sent effectivement tout petit par rapport à l'âge des glaces, l'âge des icebergs, dont la couleur varie selon la densité des glaces. Et justement, comme ce roman, quand on écrit une histoire qui se passe en Antarctique, on parle forcément des enjeux écologiques. Et dans l'histoire, le temps de la Terre, le temps de l'Antarctique rencontre celui des humains d'une certaine façon. Et on est sur des échelles qui n'ont rien à voir. C'est pour ça aussi que... il y a une alternance entre des chapitres écrits du point de vue de Joanne, d'autres écrits du point de vue d'Apollinaire, et d'autres qui sont plus dans un autre espace-temps, qui sont écrits, que j'essaye d'écrire du point de vue de l'Antarctique, on va dire, où là justement on remonte parfois très loin dans le temps, on fait des allers-retours entre le passé, le futur, le présent. Ouais. Oui, puis avec un continent, la manière dont vous le décrivez, qui semble avoir échappé en partie au malheur du monde, parce que vous en parliez tout à l'heure avec le traité de l'Antarctique, alors que vous présentez comme un non-accord du temps de la Terre froide. En gros, on se met d'accord pour ne pas s'approprier complètement cette région du monde, et il y a des collaborations malgré les rivalités entre puissances pour ce qui est de la paix et ce qui est de la science. Mais cet endroit-là, est-ce que vous avez l'impression de décrire aussi sur la fin d'un endroit, la fin d'un rêve, la fin d'un possible? On n'est pas encore complètement comme dans l'Arctique où là, les glaces fondent beaucoup plus vite et le continent lui-même est beaucoup plus petit. Puis on le voit avec le Groenland, avec d'autres enjeux de prédation qui sont très présents. Là, dans l'Antarctique, ça commence à arriver, cette fin du monde aussi? Effectivement, le traité de l'Antarctique, je pense que c'est une vraie utopie qui a été signée, effectivement, comme vous l'avez dit, en 1959, donc en pleine guerre froide. Il commençait à y avoir vraiment une accélération de la recherche scientifique en Antarctique, et c'était aussi dans un contexte de course à l'armement. Et pour éviter toute escalade de tensions, sachant qu'il y avait quand même déjà des revendications territoriales entre les grandes puissances, et l'Antarctique était découpé vraiment comme un gâteau, avec des lignes de démarcation qui partaient du pôle et qui venaient sur les côtes. Il y a eu ce traité qui a été signé, qui a gelé toutes ces revendications. Donc une sorte de non-accord dans le sens où on n'a pas annulé les revendications territoriales, on les a juste mis en suspens. Et ça court encore aujourd'hui. Et ce traité n'a fait que se renforcer au fil des décennies qui ont suivi. On a eu des conventions pour la protection de la faune marine, pour la protection des phoques, ensuite le protocole de Madrid, tout un tas de nouveaux traités qui ont qui ont rendu de plus en plus ambitieux finalement cet accord, qui fait qu'aujourd'hui encore l'Antarctique est un territoire dédié à la collaboration scientifique et à la paix, où les exploitations minières à visée commerciale sont interdites. Quand on y pense, c'est assez surréaliste en fait. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où quelque chose comme ça est possible. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la chance de rencontrer des juristes qui avaient travaillé sur le traité d'Antarctique, les sortes de gardiens du temple, on peut dire, qui faisaient partie du comité d'observation du traité. Et il y a des regards assez contrastés sur l'avenir de ce traité. Est-ce qu'il va perdurer? Est-ce qu'il va résister à notre époque actuelle et aux convoitises ou pas? Et en tout cas, il y a des gens qui sont très optimistes et d'autres moins, mais en tout cas rien n'est joué. Et dans l'histoire, moi j'ai voulu
j'ai mis en péril le traité de l'Antarctique parce que je trouve que c'est intéressant de se poser la question de si demain on se retrouve vraiment confronté à cette situation, et c'est pas du tout impossible, comment on réagirait, comment on protège et comment on sauve des utopies qu'on a mis des décennies à construire et qui représentent peut-être ce que l'humanité a de plus beau. Des utopies aussi dans la manière de l'habiter, parce que vous l'avez dit, c'est pas du tout un territoire qui est fait pour les humains, pour qu'ils y vivent, mais vous êtes intéressé aussi à cette communauté que découvre Apollinaire, que vit Johan et puis les autres. Il y a aussi quelque chose d'utopique dans la manière dont les gens arrivent à vivre ensemble, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'il y a une médecin qui est quand même chargé du bon état physique, mais aussi du bon état mental. Il vaut mieux éviter que la mélancolie s'installe trop longtemps chez les uns et les autres. Oui, il y a une médecin qui veille au grain, effectivement, dès qu'il y a des petits états dépressifs qui pointent le nez. Et oui, effectivement, et merci de le relever, les utopies, elles sont à plusieurs niveaux, on va dire, dans le roman. Il y a ce niveau géopolitique du traité de l'Antarctique, mais il y a aussi le niveau beaucoup plus local, finalement, de cette base d'Ubuntu Bay, qui est une sorte de micro-utopie, où on se retrouve avec des gens au parcours très différents, qui viennent de différents coins du monde, qui ont différentes formations, qui ont quand même tous un peu en commun une sorte de déracinement quand même, et qui viennent pendant 3-6 mois, le temps d'un été austral, apprendre à vivre ensemble dans une grande promiscuité et dans une grande forme aussi de codépendance. Et j'aime bien l'idée d'explorer ce thème de la famille alternative. Vous l'avez peut-être ressenti dans la lecture du premier chapitre, mais Apollinaire est quand même en quête et en recherche justement de... La position familiale n'est pas la plus simple. Voilà, d'appartenance et de lien. Et Johan comme Apollinaire vont aussi trouver en partie ça en Antarctique. Ils vont trouver une connexion très forte avec un territoire, mais une connexion très forte aussi avec des humains. Et le thème du vivre ensemble m'intéressant beaucoup. Je l'ai beaucoup exploré dans le premier roman. C'était assez passionnant de l'explorer ici dans un contexte et un environnement complètement différent. Et c'est beaucoup nourri de ce que m'ont confié des personnes qui ont hiverné en Antarctique et qui gardent des liens ensuite très très forts, qui vont parfois jamais revivre dans d'autres contextes ensuite le reste de leur vie. Un monde à part, un monde au bout du monde, parce que vous aimez bien le mot monde dans les titres de vos romans, hein, Minuit au bord du monde et puis Tout le blanc du monde. Il en est question aussi là du bord du monde avec l'impression d'y être, mais ce que vous racontez, la manière aussi dont vous le racontez, c'est par le sensible. Vous avez un grand attachement à ce territoire dans la manière dont il influe sur les comportements humains, dont il est ressenti, dont il est vu, dont il est entendu. Et vous l'avez dit, Johan, elle est là pour enregistrer le son des icebergs. Le fait que vous soyez vous-même une femme du son n'est évidemment pas pour rien dans ce choix-là. Question très simple, très naïve. Ça fait quel bruit un iceberg? Qu'est-ce qu'il chante? Parce qu'un iceberg, ça fond, ça s'effrite, ça s'écroule, ça craque, ça se fissure. Mais ça raconte quoi, un iceberg? Et comment? Alors effectivement, il y a deux types de sons. Il y a celui qui est audible à l'oreille humaine. Donc là, vous venez de lister un peu tout ce qu'on peut entendre en fait. Et le deuxième type de son, c'est quand on fixe des capteurs autour d'un iceberg et qu'on capture un certain nombre de données de fréquence. Si on accélère cette fréquence, on obtient une espèce de note sonore qui devient audible à l'oreille humaine. Et d'ailleurs, il y a même un clin d'œil entre cette temporalité différente qui est celle de l'iceberg et celle des humains. Il faut accélérer cette note sonore pour qu'elle devienne audible, parce que les icebergs sont dans un espace-temps bien plus lent que le nôtre. Et une comparaison qui est faite dans le roman, c'est de comparer cette note sonore à des baleines ou à un corps de chasse, enfin, voilà, un son très grave et un peu lancinant. Et il y a aussi d'ailleurs une réflexion sur les baleines dans le roman qui fait partie des grands cétacés qui gravitent autour de l'Antarctique. Je propose de lire un deuxième extrait, qu'on se frotte aux icebergs. Avec plaisir. Johan savait qu'un iceberg, en théorie, pouvait se fendre ou même se retourner à tout moment. Ses yeux revinrent vers la masse bleue compacte. L'envie de s'approcher ne cessait de grandir depuis qu'elle l'avait vue. C'est impossible d'aller trop près, n'est-ce pas? Hilde et Daniel échangèrent un regard. La scientifique lui fit un signe.
Johan la suivit, étonnée. Elles s'arrêtèrent à 50 cm du dévin, dans l'ombre bleue de la montagne. La documentariste sentit une haleine froide sur son visage, leva la tête vers le sommet 2 mètres au-dessus d'elle. Son propre souffle devint un infime filet d'air. Elle retira doucement son gant thermique, posa... Excusez-moi. Elle retira doucement son gant thermique, posa avec appréhension un doigt, puis finalement sa main entière sur la paroi. Le froid la mordit tout d'abord. Passé le premier choc, la glace était d'une douceur infinie. Les yeux de Johan s'égarèrent dans les micro-fissures à quelques centimètres de la surface, témoins des mouvements incessants sous l'épiderme. Elle ressentit avec une acuité troublante chacun des tremblements qui parcouraient ses propres muscles sous la combinaison. La géante devant elle semblait la lire et la sonder unilatéralement. Le corps de l'iceberg était trop dense, trop grand, impénétrable. Comme sa paume glissait lentement vers la droite, Johan sentit un voile liquide entre sa peau et celle de l'iceberg. Des larmes de 15 000 ans transportées jusqu'ici, réveillées à l'instant par sa propre chaleur. Elle retira sa main, troublée. Hilde sourit et signala à sa voisine qu'il était temps de laisser le dévin tranquille. Merci beaucoup. Était-ce un défi pour vous de faire passer par des mots ces sons, mais aussi la manière dont ils sont ressentis par vos personnages? Puisque je l'ai dit, mais malheureusement, on arrive à la fin de la rencontre. J'aurais pas le temps d'explorer cette dimension-là, mais comme vous l'écrivez, sur la manière dont ce paysage aussi rentre dans les tripes, dans l'âme des personnes et change leur manière de voir et de percevoir. Est-ce que c'était un défi de l'écriture, de mettre un mot, tout cela? C'était un plaisir de l'écriture. L'Antarctique, c'est vraiment un territoire d'écriture qui est incroyable en soi. Donc il y a tous ces enjeux historiques, les conditions de vie sur une base, les premiers explorateurs qui s'y sont rendus. Mais sur le plan sensoriel et poétique, c'est infini et extrêmement différent, tout ce qu'on peut explorer, parce qu'on a une perception des couleurs, des sons, des distances qui est extrêmement différente. On a cette grande surface de glace réfléchissante, donc forcément qui crée aussi un rapport au monde, une espèce de miroir entre le monde et la glace qui est incroyable. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'écrire sur l'Antarctique. C'est une sorte même de métaphore de l'imagination, on pourrait dire. C'est un continent largement inexploré. On connaît très peu de choses encore. Les bases établies en Antarctique, c'est rien du tout à l'échelle du continent. Et il y a un historien qui s'appelle Roland Unford qui a dédié sa vie à l'étude de l'Antarctique sans jamais s'y rendre lui-même et qui a écrit l'Antarctique, c'est le territoire de l'esprit et de l'imagination. Et je trouve que c'est très vrai et que c'est une très belle formule bien résumée. Et il y a cette idée presque de métaphore de la page blanche quand on écrit sur l'Antarctique qui est passionnante et qui permet effectivement de pousser très loin une écriture qui est très sensorielle finalement. Maintenant, vous avez qu'une hâte, c'est est-ce d'y aller ? C'est une bonne question et on me la pose régulièrement. Pour l'écriture de ce roman, j'ai décidé de pas m'y rendre. Enfin, après, c'est pas si simple que ça de s'y rendre honnêtement entre nous. Et comme j'ai déjà eu la chance de pouvoir me rendre plusieurs fois dans les régions du Grand Nord et d'avoir ces entrevues avec des chercheurs qui ont été très généreux dans ce qu'ils m'ont confié dans leurs anecdotes, ça suffisait en soi. J'ai l'intention de revenir dans les régions du Grand Nord. Je me suis rendue 2 mois en résidence en Islande cet été. C'est des régions qui sont plus accessibles, où le coût écologique de s'y rendre est aussi moins important. Et peut-être qu'un jour, je me rendrai en Antarctique si j'ai vraiment une bonne raison d'y aller, un projet de recherche au long cours, peut-être de radio ou de photo. Vous ne sentez pas le besoin, quoi. Actuellement, non. Ouais. Eh ben, on peut le découvrir dans ce livre, Tout le blanc du monde, paru aux éditions d'Alva. Merci beaucoup, Alice Ego, d'être venue nous en parler. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et vous allez pouvoir retrouver... alors les dédicaces ne se font pas ici, donc je ne m'aurais même pas lui demander tout de suite une dédicace, mais plutôt d'aller la rejoindre sur la partie salon du livre, donc sur le stand de la librairie Le Fayère. Je vous l'explique, vous rentrez dans la partie salon du livre, vous tournez à droite dans la première allée, et sur une des tables au fond à gauche,